Bonjour à tous et bienvenue sur Monsieur Mystique, l'histoire d'horreur. Ce soir, nous vous présentons cet récit terrifiant et véridique, tous inspirés des forêts pluviales de l'État de Washington, des histoires qui vous feront douter de ce qui se cache réellement dans les recoins les plus isolés et les plus humides de l'Amérique. Ces récits ne sont pas des fictions, mais des témoignages authentiques, recueillis auprès de personnes ayant vécu des expériences inexplicables dans des lieux où les arbres sont si denses que la lumière du jour ne parvient jamais à percer, et où la pluie incessante étouffe chaque bruit. Chaque histoire a été soigneusement compilée à partir de récits de première main, corroborés par des témoignages et des preuves documentées. Les anciennes forêts pluviales de Washington abritent des dangers que la plupart des gens ne rencontreront jamais. Et peut-être est-ce une chance. Des péninsules olympiques aux montagnes des Cascades, ces forêts ont été le théâtre d'horreurs qui défient toute explication logique. Si vous aimez les récits d'horreur authentiques qui troubleront votre sommeil et vous feront reconsidérer votre prochaine randonnée, abonnez-vous à Burriéfil et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos enquêtes sur la terreur réelle. Après avoir écouté ces récits glaçants, nous aimerions connaître vos propres expériences dans des zones sauvages isolées. Installez-vous confortablement tandis que nous explorons les ténèbres qui prospèrent là où la civilisation s'arrête et où la pluie sans fin commence. Hunter avait 24 ans lorsqu'il décida de prendre un emploi de technicien forestier dans la forêt nationale olympique. Il y avait quelque chose dans la pluie incessante et les sapins imposants qui l'attiraient, une force primitive qui l'éloignait du bruit de Seattle pour le plonger dans le silence humide de la nature sauvage. La pénurie de logements en ville rendait presque impossible la recherche d'un hébergement abordable. Lorsqu'on lui offrit un poste incluant une petite cabane au cœur de la forêt pluviale, il sauta sur l'occasion sans hésiter. Le travail était simple, surveiller l'état des sentiers, documenter l'activité faunique et entretenir une station de rangée isolée, servant de point de contrôle pour les randonneurs s'aventurant dans l'arrière-pays. Ce que Hunter n'avait pas anticipé, c'était à quel point ce poste serait isolé. La cabane se trouvait au bout d'une route de gravier sinuant parmi des douglas et des cèdres rouges de l'ouest si imposants que leurs troncs semblaient avaler la lumière du jour. Les arbres poussaient si densément dans cette partie de la péninsule olympique que même en plein midi, le sol de la forêt restait plongé dans une pénombre perpétuelle. La pluie tombait constamment, parfois sous forme d'une fine brume suspendue dans l'air comme de la fumée, parfois sous des averses torrentielles qui frappaient le toit métallique de la cabane avec une telle force que Hunter avait du mal à entendre ses propres pensées. La ville la plus proche se trouvait à 40 minutes de route sur des chemins de bûcherons boueux, devenant dangereux lors des tempêtes. Il n'y avait aucun réseau téléphonique. Le seul lien avec le monde extérieur était un téléphone satellite, verrouillé dans une boîte métallique à la station de rangée, strictement réservée aux urgences. Hunter s'adapta à sa nouvelle routine avec une facilité surprenante. Il se levait avant l'aube, préparait du café sur un petit réchaud à propane et passait ses journées à arpenter le réseau de sentiers qui traversait la forêt. Il notait les arbres tombés, vérifiait les signes d'érosion et rencontrait parfois des randonneurs, toujours reconnaissants de ses conseils sur le terrain. Le travail était physiquement exigeant, mais mentalement apaisant. Le soir, il retournait à la cabane, préparait des repas simples et lisait à la lumière d'une lampe jusqu'à ce que l'épuisement le plonge dans le sommeil. L'isolement, qui aurait pu rendre fou d'autres, était pour Hunter un cadeau. Il avait toujours été à l'aise en sa propre compagnie, et la forêt semblait l'accueillir comme l'un des siens. C'est lors de sa 3e semaine à la cabane que Hunter remarqua pour la première fois que quelque chose n'allait pas. En rentrant d'une longue journée de maintenance des sentiers, il constata que des objets dans la cabane avaient été déplacés. Pas de manière dramatique, mais suffisamment pour être notissable. La tasse de café qu'il avait laissée sur le comptoir le matin se trouvait maintenant près de l'évier. Un livre qu'il avait fermé sur la table était ouvert à une page différente. La chaise de son petit bureau avait été repoussée, comme si quelqu'un s'y était assis. Hunter resta sur le seuil, l'eau dégoulinant de sa veste de pluie sur le plancher en bois, et tenta de rationaliser ce qu'il voyait. Peut-être avait-il déplacé ces objets lui-même et oublié. Peut-être que l'isolement jouait déjà des tours à sa mémoire. Il vérifia la porte et les fenêtres. Tout était verrouillé comme il les avait laissés. Le lendemain matin, Hunter se convainquit qu'il avait imaginé ces perturbations. Mais en rentrant ce soir-là, le sentiment d'inconfort revint, plus intense. Cette fois, les changements étaient plus délibérés. Sa brosse à dents avait été déplacée de la salle de bain au comptoir de la cuisine. Une paire de chaussettes qu'il avait laissées sur le lit était maintenant soigneusement disposée sur le sol, près de la porte. Le plus troublant de tout, la petite photo encadrée de sa famille qu'il gardait sur sa table de chevet avait été retournée, face contre le bois.
Hunter sentit son pouce accélérer tandis qu'il inspectait chaque recoin, chaque placard, chaque espace assez grand pour qu'une personne s'y cache. Il ne trouva rien. Les portes et les fenêtres étaient toujours verrouillées de l'intérieur. Aucune trace de pas boueux, aucun signe d'effraction, aucune indication qu'un intrus était entré. Pourtant, les preuves étaient indéniables. Quelqu'un ou quelque chose était entré dans sa cabane en son absence. Au cours des jours suivants, les incidents s'intensifièrent en fréquence et en étrangeté. Hunter commença à noter mentalement l'emplacement exact de ses affaires chaque matin, créant une sorte de test pour déterminer s'il perdait la tête ou si quelque chose d'inexplicable se produisait. Chaque soir, en rentrant, il trouvait que des objets avaient été déplacés, réarrangés ou transportés dans d'autres pièces. Son rasoir apparut dans un tiroir de la cuisine. Une chemise en flanelle qu'il avait accrochée dans le placard était drapée sur le dossier d'une chaise. Une boîte de soupe du garde-manger se trouvait au milieu du sol de la salle de bain. Les mouvements semblaient aléatoires au début, mais progressivement, Hunter commença à détecter un schéma. Les objets étaient toujours des choses qu'il utilisait quotidiennement, des choses personnelles. C'était comme si quelqu'un étudiait ses habitudes, apprenait sa routine, cataloguait sa vie. La nuit où Hunter découvrit les empreintes de pas, la pluie s'était arrêtée pour la première fois depuis près d'une semaine. Il s'était couché tôt, épuisé par une journée particulièrement éprouvante de dégagement d'arbres tombés sur le sentier principal. Vers 2 heures du matin, il se réveilla en entendant des branches craquer à l'extérieur de la cabane. Il resta parfaitement immobile dans l'obscurité, à l'écoute. La forêt n'était jamais vraiment silencieuse, mais ce bruit était différent. Il était délibéré, rythmé, le son inconfondable de pas faisant le tour de la cabane. Hunter se glissa hors du lit et se faufila jusqu'à la fenêtre, veillant à ne faire aucun bruit. À travers la vitre striée de pluie, il ne distinguait que des ombres et les contours vagues des arbres. Les pas continuèrent, se déplaçant lentement autour du périmètre de la cabane, s'arrêtant occasionnellement comme si le marcheur examinait la structure. Hunter resta à la fenêtre pendant près d'1 heure, retenant à peine sa respiration, jusqu'à ce que les sons s'estompent enfin dans le lointain. À la première lumière, Hunter enfila ses bottes et sortit pour enquêter. Le sol autour de la cabane était une boue molle, encore saturée par des semaines de pluie, et les empreintes étaient clairement visibles. Elles formaient un cercle complet autour de la cabane, passant sous chaque fenêtre, s'arrêtant devant les 2 portes. Les traces étaient fraîches, faites pendant la nuit, et appartenaient à une botte similaire à celle que portait Hunter. Mais ce qui le glaça jusqu'à la moelle fut la réalisation que la personne qui avait laissé ces traces s'était arrêtée devant chaque fenêtre pendant plusieurs minutes. Les empreintes étaient plus profondes là où la personne s'était immobilisée, comme si elle l'avait observé pendant son sommeil. Hunter photographia les empreintes avec son appareil photo personnel et les mesura du mieux qu'il put. Elles faisaient environ du 44, légèrement plus grandes que ses pieds. Il suivit la piste dans la forêt, mais après environ 50 mètres, les traces disparurent simplement. Il n'y avait aucune indication d'où la personne était venue ou où elle était allée. La semaine suivante apporta un nouveau niveau de terreur que Hunter n'aurait jamais imaginé. Il commença à trouver ses affaires à l'extérieur de la cabane, disposées dans la forêt comme si quelqu'un construisait un sanctuaire. Un t-shirt qu'il avait perdu depuis des jours était drapé sur une branche basse, juste au-delà de la lisière des arbres. Son tube de dentifrice était pressé en une ligne le long d'une bûche tombée. Une paire de ses sous-vêtements était fourrée dans un creux d'un cèdre. Chaque découverte lui donnait des nausées. Les violations devenaient de plus en plus intimes, de plus en plus invasives. Quiconque faisait cela ne se contentait pas de l'observer. Cette personne collectait des morceaux de sa vie, prenait des souvenirs, marquait son territoire. Hunter signala les incidents à son superviseur via le téléphone satellite. Mais la réponse fut dédaigneuse. Les animaux pouvaient déplacer des objets. Le superviseur expliqua que les ours étaient connus pour entrer dans les cabanes. Peut-être qu'un raton laveur curieux réarrangeait les choses. Les empreintes pouvaient appartenir à un randonneur égaré qui avait trébuché sur la cabane dans le noir. Mais Hunter savait mieux. Ce n'était pas l'œuvre d'animaux ou de randonneurs perdus. C'était délibéré, calculé, et profondément personnel. Il commença à s'enfermer dans la cabane dès son retour chaque soir, barricadant la porte avec des meubles, vérifiant et revérifiant les fenêtres. Le sommeil devint presque impossible. Chaque bruit faisait battre son cœur à tout rompre. Chaque ombre semblait se déplacer avec intention. Il demanda un transfert immédiat, mais la bureaucratie du service forestier se déplaçait lentement. Il y avait des formulaires à remplir, des approbations à obtenir, du personnel de remplacement à trouver.
En attendant, on lui dit de rester à son poste et de continuer ses tâches. Le travail devait être fait, indépendamment de son inconfort personnel. C'est lors de sa dernière semaine à la cabane que Hunter découvrit les photographies. En rentrant de sa ronde matinale, il trouva une enveloppe scotchée à l'extérieur de la porte. Son nom était écrit sur le devant en lettres d'imprimerie soignées. À l'intérieur se trouvaient 4 photographies Polaroid, et quand Hunter les regarda, ses jambes faillirent se dérober sous lui. Les photographies le montraient endormi dans son lit. Les images avaient été prises à travers la fenêtre de la cabane à différentes nuits, à en juger par les différentes chemises qu'il portait et les différentes positions dans lesquelles il était allongé. Sur une photographie, son visage était clairement visible dans la faible lumière de la lampe qu'il gardait allumée la nuit. Sur une autre, l'appareil photo l'avait capturé en plein rêve, son expression paisible et inconsciente du prédateur qui l'observait depuis l'obscurité. La 4e photographie était la plus troublante. Elle avait été prise de l'intérieur de la cabane, au pied de son lit, le regardant dormir. Quiconque avait pris ces photos avait été dans la pièce avec lui, debout au-dessus de lui, le documentant sans son consentement ni sa connaissance. Hunter ne retourna pas à ses tâches ce jour-là. Il fit un sac avec ses affaires essentielles, laissant tout le reste derrière lui, et conduisit directement au siège du service forestier à Port Angeles. Il démissionna sur le champ, refusant de retourner à la cabane, même pour récupérer ses dernières possessions. Il déposa une plainte officielle et fournit des copies des photographies à la police locale. Le shérif envoya des adjoints pour enquêter, mais ils ne trouvaient rien. La cabane ne montrait aucun signe d'effraction. Il n'y avait ni empreinte digitale, ni preuve ADN, ni indice sur l'identité du harceleur. Les empreintes autour de la cabane avaient été effacées par les pluies ultérieures. Les objets que Hunter avait trouvés disposés dans la forêt avaient disparu ou étaient considérés comme des débris aléatoires. Sans preuve concrète ni suspect, l'enquête s'enlisa et fut finalement close. Dans les mois qui suivirent son départ, d'autres employés du service forestier signalèrent des expériences similaires dans la même cabane. Des objets déplacés de manière inexplicable, des empreintes de pas faisant le tour de la structure la nuit, des effets personnels disparaissant et réapparaissant à des endroits étranges. Un technicien ne tint que 3 jours avant de demander un transfert. Un autre refusa de dormir dans la cabane, préférant camper dans une tente à 1 kilomètre de là et n'entrant dans la structure qu'en plein jour. Le service forestier finit par retirer la cabane de l'usage actif, invoquant des problèmes de sécurité et de structure, bien que ceux qui y travaillaient connaissaient la vraie raison. La cabane reste debout aujourd'hui, lentement réclamée par la forêt, ses fenêtres sombres et vides. Les randonneurs locaux tombent parfois dessus et regardent à travers les vitres sales, se demandant pourquoi une structure aussi solide se trouve abandonnée au milieu d'un terrain forestier de premier choix. Hunter ne retourna jamais dans la forêt nationale olympique. Il trouva un emploi à Spokane, loin de la pluie et des arbres imposants, loin de la cabane où quelqu'un l'avait observé dormir et avait collectionné des morceaux de sa vie comme des trophées. Il fait encore des cauchemars à propos de ses photographies, à propos de la réalisation qu'il avait été complètement vulnérable et inconscient tandis qu'un étranger se tenait au-dessus de lui dans l'obscurité. Il se demande parfois qui c'était et pourquoi il l'avait choisi. Était-ce quelqu'un qui avait utilisé la cabane avant lui? Un ancien employé avec une clé et une obsession? Un résident local qui en voulait à la présence du service forestier dans sa nature sauvage? Ou était-ce quelque chose d'entièrement différent? Quelque chose qui défend son territoire de manière qui défie la compréhension humaine? Les questions restent sans réponse. Et peut-être est-ce l'aspect le plus terrifiant de tous. Quelque part dans les profondeurs de la forêt pluviale olympique, quelqu'un est toujours là, observant, attendant la prochaine personne assez folle pour accepter un emploi dans cette cabane isolée où la pluie ne s'arrête jamais et où les arbres poussent si densément que les cris ne porteraient jamais au-delà de leurs troncs anciens. Brooklyn et Jonathan avaient tous deux la vingtaine lorsqu'ils décidèrent de partir pour une randonnée de 3 jours dans les montagnes des Cascades. Expérimentés et méticuleux, ils avaient planifié leur itinéraire à travers certaines des zones les plus reculées de l'État de Washington. Les Cascades du Nord étaient réputées pour leur météo imprévisible et leur terrain difficile, mais c'était précisément ce qui les attirait. Brooklyn travaillait comme graphiste à Seattle et aspirait à s'échapper du monde numérique. Jonathan, ingénieur logiciel, passait la plupart de ses heures éveillé devant des écrans d'ordinateur. Pour eux deux, ces excursions dans la nature sauvage représentaient bien plus qu'un simple loisir, c'étaient des rappels nécessaires qu'un monde existait au-delà des limites de la vie urbaine, un monde de forêts anciennes et de lacs cristallins où les préoccupations humaines semblaient insignifiantes sous des sommets imposants qui se dressaient depuis des millénaires.
Ils commencèrent leur randonnée un jeudi matin, à la fin du mois de septembre, lorsque les foules estivales s'étaient éclaircies et que les pluies d'automne n'avaient pas encore commencé en force. Le départ du sentier se trouvait au bout d'une route forestière accessible uniquement par des véhicules à garde au sol élevé. Ils avaient passé la nuit précédente dans le camion de Jonathan, impatients de partir tôt. À 7 heures du matin, ils étaient sur le sentier, leur sac à dos lourd de nourriture, d'équipements de camping et de toutes les fournitures nécessaires pour 3 jours d'autonomie. Le plan était simple, marcher 13 km jusqu'à un lac alpin isolé, installer leur camp, passer 2 nuits à explorer les environs, puis revenir. Le service téléphonique avait disparu dans le premier kilomètre du sentier. Le signal d'urgence par satellite dans le sac de Jonathan était leur seul lien avec la civilisation, réservé aux situations mettant leur vie en danger. La première journée de randonnée fut spectaculaire. Le sentier grimpait régulièrement à travers une forêt ancienne, l'air épais du parfum du cèdre et du pin. De la mousse pendait des branches comme des rideaux verts. Des fougères tapissaient le sol de la forêt. Ils traversèrent plusieurs ruisseaux sur des ponts de fortune en rondins, l'eau coulant claire et froide de la fonte des glaciers plus haut sur la montagne. En milieu d'après-midi, ils avaient dépassé la limite des arbres et étaient entrés dans un paysage de granit et de bruyères. Le lac apparut juste avant le coucher du soleil, un miroir parfait d'eau turquoise niché dans un cirque de pics dentelés. Ils installèrent leur tente sur un terrain plat près de la rive, préparèrent le dîner sur leur réchaud de camping et regardèrent les étoiles apparaître une à une tandis que l'obscurité s'installait sur les montagnes. Cette première nuit se passa sans incident. Ils dormirent profondément, épuisés par la longue montée, et se réveillèrent avec du givre sur la toile de tente et leur souffle visible dans l'air froid de la montagne. Après un petit déjeuner tranquille, ils passèrent la journée à explorer la région autour du lac. Ils grimpèrent sur une crête voisine pour une meilleure vue, photographièrent des marmottes se dorant sur les rochers et découvrirent une série de petits lacs cachés dans une vallée suspendue au-dessus du lac principal. En soirée, ils étaient de retour au camp, fatigués mais satisfaits. Ils préparèrent le dîner alors que le soleil se couchait derrière les pics occidentaux, peignant le ciel en nuances d'orange et de violet qui se reflétaient parfaitement dans l'eau calme du lac. C'était le genre de soirée qui justifiait chaque pas difficile de l'ascension. Vers minuit, Brooklyn se réveilla en entendant des voix. Au début, elle crut rêver. Les voix étaient lointaines, étouffées, à peine audibles par-dessus le murmure du vent dans les rochers. Mais alors qu'elle était allongée dans l'obscurité, maintenant pleinement éveillée, les sons continuèrent. Des rires, plusieurs voix se parlant les unes par-dessus les autres, la cadence indéniable d'une conversation humaine résonnant à travers le paysage vide. Elle se tourna vers Jonathan et le réveilla. Il écouta un moment, son expression confuse dans la faible lueur de la lampe frontale qu'il avait allumée. Ils entendaient tous les deux clairement maintenant les voix quelque part dans l'obscurité au-delà de leur camp, mais cela n'avait aucun sens. Ils n'avaient vu aucun autre randonneur sur le sentier. Le parking au départ du sentier avait été vide, à part leur camion. Ce lac était à des kilomètres de tout campement établi, accessible uniquement par une navigation difficile en hors-piste. Qui pouvait bien être là-bas? Jonathan ouvrit la tente et sortit, balayant la zone avec le faisceau de sa lampe frontale. La lumière ne révéla rien d'autre que des rochers et l'étendue sombre du lac. Les voix s'étaient arrêtées au moment où il avait ouvert la tente. Le silence qui suivit fut absolu, rompu seulement par les battements du cœur de Brooklyn. Elle le rejoignit dehors et ensemble, ils scrutèrent la zone avec leurs lampes. Rien ne bougeait. Aucune tente n'était visible. Aucun feu de camp ne brillait au loin. Après plusieurs minutes de recherche et d'appels sans réponse, ils se convainquirent que le son avait été un effet acoustique des montagnes. Le vent canalisé à travers des vallées étroites pouvait créer des effets étranges. Peut-être avaient-ils entendu des échos de leur propre conversation de la soirée, d'une manière ou d'une autre retardée et déformée par le terrain. C'était une explication mince, mais c'était mieux que l'alternative. Ils retournèrent dans la tente et essayèrent de dormir, mais Brooklyn trouva cela impossible. Chaque petit bruit semblait amplifié, le froissement de la toile de la tente, l'appel lointain d'un hibou, le craquement des rochers qui se déplaçaient avec la baisse de température. Elle resta éveillée pendant des heures, fixant le plafond en nylon de la tente, jusqu'à ce que l'épuisement la plonge enfin dans le sommeil peu avant l'aube. Quand ils se réveillèrent le lendemain matin, la nuit précédente semblait moins menaçante à la lumière claire du jour. Ils plaisantèrent nerveusement à propos des esprits des montagnes et des anomalies acoustiques tout en prenant leur petit déjeuner et en pliant le camp. Ils avaient prévu de passer une autre nuit au lac, mais tous deux ressentaient un désir inexprimé de partir. Quelque chose dans cet endroit ne semblait plus accueillant. Ils décidèrent de faire leur sac et de marcher vers un autre endroit,
peut-être redescendre partiellement vers le départ du sentier et camper dans la forêt où ils se sentiraient moins exposés. Vers midi, ils avaient tout emballé et étaient prêts à partir. C'est alors qu'ils remarquèrent les empreintes de pas. Le lac était entouré d'un mélange de dalles de granit et de plaques de sol sableux. Près de leur emplacement de tente, clairement visible dans une section de sable humide, se trouvaient des empreintes de bottes qui n'étaient pas là la veille. Plusieurs séries d'empreintes, au moins 3 personnes différentes, à en juger par les tailles et les motifs de semelles variés. Les empreintes encerclaient leur campement, s'approchant à quelques mètres de l'endroit où ils avaient dormi. Brooklyn sentit son estomac se nouer alors qu'elle s'agenouillait pour les examiner de plus près. C'étaient des empreintes fraîches, faites pendant la nuit. Pendant qu'ils dormaient, pendant qu'ils avaient entendu ces voix dans l'obscurité, des personnes avaient marché autour de leur tente. Jonathan sortit immédiatement le signal de détresse par satellite, mais Brooklyn l'arrêta. Il n'avait pas encore d'urgence, juste une situation extrêmement troublante. S'ils appelaient les secours maintenant, ils seraient facturés de milliers de dollars et pourraient encourir des amendes pour mauvaise utilisation des ressources d'urgence. Ils étaient tous deux des randonneurs capables. C'était le milieu de la journée. Ils avaient beaucoup de nourriture et d'eau. La chose logique à faire était de faire leur sac et de partir immédiatement. C'est ce qu'ils décidèrent de faire. Ils mirent leur sac à dos et commencèrent à redescendre le sentier, marchant rapidement, disant peu de mots. La forêt qui leur avait semblé si belle à l'aller leur parut maintenant oppressante et claustrophobe. Chaque bruit les faisait sursauter. Chaque ombre semblait cacher une menace. Ils atteignirent la limite des arbres en début d'après-midi et avaient parcouru peut-être la moitié de la distance jusqu'au départ du sentier lorsque Brooklyn s'arrêta brusquement. Elle attrapa le bras de Jonathan et pointa du doigt vers le haut du sentier. 3 silhouettes étaient visibles, à environ 100 mètres derrière eux, se déplaçant rapidement, réduisant la distance. Elle les suivait, sans aucun doute. Le moment où Brooklyn et Jonathan s'arrêtèrent, les silhouettes s'arrêtèrent aussi. Quand ils se remirent à marcher, les silhouettes reprirent leur poursuite. Jonathan leur cria de savoir qui ils étaient et ce qu'ils voulaient. Aucune réponse ne vint. Les silhouettes restèrent simplement là, silencieuses et immobiles, les observant. Brooklyn ressentit une terreur comme elle n'en avait jamais connue. Cela n'avait aucun sens. Les gens ne se comportaient pas ainsi dans la nature. Les randonneurs qui en croisaient d'autres se saluaient, demandaient des informations sur les sentiers, engageaient des interactions amicales qui définissaient la culture de l'arrière-pays. Ces personnes les chassaient. C'était le seul mot qui convenait. Ils étaient traqués. La décision de courir fut instinctive et mutuelle. Brooklyn et Jonathan se mirent à sprint, leur lourd sac à dos rebondissant douloureusement contre leur dos, les branches fouettant leur visage alors qu'ils se faufilaient à travers les sous-bois et sautaient par-dessus les racines. Derrière eux, ils pouvaient entendre les sons de la poursuite. Des pas martelant le sentier, des branches se brisant. Les voix étaient revenues, mais elles n'étaient plus lointaines et étouffées. Elles étaient proches et se rapprochaient. Les poumons de Brooklyn brûlaient. Ses jambes hurlaient de protestation. Les bretelles du sac s'enfonçaient dans ses épaules. Mais la peur la poussait en avant avec une force qu'elle ne savait pas posséder. Jonathan était juste devant elle, courant avec la vitesse désespérée d'une proie fuyant un prédateur. Il leur restait peut-être 3 kilomètres pour atteindre le départ du sentier. 3 kilomètres de sentier en descente qui semblait une éternité alors qu'ils couraient pour sauver leur vie à travers la forêt qui s'assombrissait. À un moment donné, pendant cette descente frénétique, Brooklyn fit l'erreur de regarder en arrière. 3 silhouettes couraient après eux, se déplaçant avec une vitesse et une coordination terrifiantes. Elles étaient vêtues de vêtements sombres, leurs visages obscurcis par des capuches. Elles ne portaient rien. Pas de sac, pas d'équipement, ce qui leur permettait de se déplacer beaucoup plus vite que Brooklyn et Jonathan avec leurs lourds fardeaux. Elle cria à Jonathan d'aller plus vite, mais il courait déjà à leur limite absolue. Son pied se prit dans une racine et elle tomba lourdement, l'impact lui coupant le souffle. Jonathan freina brusquement et la releva. Les silhouettes réduisaient l'écart. 50 mètres, 40. Il pouvait maintenant entendre leur respiration, lourde et rythmée. Brooklyn pensa avec une certitude absolue qu'ils allaient mourir ici, que peu importe ce que ces personnes voulaient, ce n'était pas pour demander des informations sur les sentiers ou partager des histoires autour d'un feu de camp. Puis, de manière miraculeuse et impossible, ils jaillirent des arbres dans le parking. Le camion de Jonathan était exactement là où il l'avait laissé 3 jours plus tôt. Ils coururent vers lui, tâtonnant avec les clés, ouvrant les portes à la volée, jetant leurs sacs à l'arrière sans se soucier de les attacher.
Jonathan démarra le moteur et passa la marche arrière, puis la première, les pneus crachant du gravier alors qu'ils accéléraient sur la route forestière. Brooklyn se retourna dans son siège pour regarder en arrière. Les 3 silhouettes s'étaient arrêtées au bord du parking. Elles se tenaient là, en ligne, les regardant partir, sans faire d'effort pour les poursuivre davantage. Même de loin, même dans la lumière déclinante, Brooklyn pouvait voir qu'elles souriaient. La descente de la montagne fut un flou. Jonathan conduisait beaucoup trop vite pour les conditions de la route, mais aucun d'eux ne s'en souciait. Ils avaient besoin de distance. Ils avaient besoin de bitume, de couverture réseau, d'autres êtres humains et de toutes les commodités de la civilisation qu'ils avaient été si impatients de fuir seulement 3 jours plus tôt. Quand ils atteignirent enfin l'autoroute, Jonathan se gara et ils restèrent assis en silence, choqués, pendant plusieurs minutes. Leurs mains tremblaient. Brooklyn réalisa qu'elle pleurait. Ils se rendirent dans la ville la plus proche, une petite communauté de bûcherons avec une station-service et une épicerie combinée, et appelèrent le shérif du comté depuis un téléphone public à l'extérieur. Le député qui prit leur déposition fut sceptique mais professionnel. Il nota leurs informations, promit d'envoyer une patrouille au départ du sentier pour enquêter, et suggéra qu'ils avaient peut-être rencontré des squatteurs ou des cultivateurs illégaux de marijuana qui utilisaient la forêt reculée comme base d'opération. 2 jours plus tard, le département du shérif les rappela. Une recherche dans la zone autour du lac et du départ du sentier avait révélé des preuves de camping récents, y compris des cercles de feu et des déchets, mais aucun signe des personnes que Brooklyn et Jonathan avaient rencontrées. Plus troublant encore était ce que les chercheurs avaient trouvé près du lac. Un cache de fournitures avait été dissimulé dans une crevasse rocheuse au-dessus de la rive. Les fournitures comprenaient de la corde, du ruban adhésif, des bâches et plusieurs grands couteaux. Les articles avaient été emballés dans des conteneurs étanches et semblaient avoir été en place depuis des mois. Le shérif leur dit que les enquêteurs croyaient que la zone était utilisée comme terrain de préparation pour des activités illégales, possiblement liées au trafic de drogue ou au braconnage. Il les remercia d'avoir signalé l'incident et suggéra qu'ils avaient peut-être involontairement trébuché au milieu d'une opération criminelle. Les personnes qui les avaient poursuivis essayaient probablement de les effrayer plutôt que de leur faire du mal, protégeant leur territoire des témoins indésirables. Brooklyn ne crut pas cette explication. Pendant un instant, elle se souvint de ses sourires alors que les silhouettes les regardaient partir. Ce n'était pas l'expression de personnes protégeant des opérations criminelles. C'était l'expression de personnes qui aimaient la chasse, qui tiraient du plaisir à terroriser les autres, qui étaient déçus que leur proie se soit échappée. Elle et Jonathan ne retournèrent jamais dans les montagnes des Cascades. Ils vendirent leur équipement de randonnée et se mirent à l'escalade en salle, où les murs étaient en plastique et le seul danger venait de tomber de quelques mètres sur des tapis rembourrés. Brooklyn faisait encore des cauchemars à propos de voix résonnant sur l'eau sombre. Jonathan sursautait au bruit soudain et refusait de camper n'importe où sans couverture réseau. Ils ne parlèrent jamais de ce qui leur était arrivé à leurs amis ou à leur famille. Certaines expériences défiaient toute explication, et certaines vérités étaient trop troublantes pour être partagées. Quelque part dans les Cascades du Nord, peut-être encore campés près de ce beau lac turquoise, 3 silhouettes attendent dans l'obscurité les prochains randonneurs assez fous pour s'aventurer trop loin de la civilisation. Les montagnes gardent des secrets qui ne sont jamais destinés à être découverts. Et Brooklyn et Jonathan l'ont appris de la manière la plus terrifiante possible. En 2019, Skyler travaillait comme chercheuse en faune, stationnée près de la forêt pluviale de Hoh. Ce poste était un rêve devenu réalité pour elle, l'opportunité d'étudier l'une des forêts pluviales tempérées les plus biologiquement diversifiées au monde, tout en gagnant un salaire modeste qui couvrait ses dépenses de base. Le travail exigeait de longues heures sur le terrain, à suivre les hardes d'élan, à documenter les espèces végétales et à collecter des données sur l'écosystème complexe qui prospérait dans l'humidité perpétuelle de la péninsule olympique. Le travail était physiquement exigeant et intellectuellement stimulant, exactement ce que Skyler avait espéré après avoir obtenu son diplôme en biologie de la faune. Il y avait cependant un problème, trouver un logement près de la forêt pluviale de Hoh était presque impossible. La région était isolée, peu peuplée, et la plupart des locations disponibles étaient des propriétés de vacances estivales que les propriétaires refusaient de louer toute l'année à des chercheurs. Skyler passa des semaines à chercher un hébergement avant de tomber sur une annonce dans un groupe Facebook de logement. Le message était simple et direct, cabane privée disponible pour location à long terme. Entièrement meublée, services publics inclus, emplacement calme près des routes d'accès à la forêt. Le loyer était remarquablement abordable, bien en dessous du prix du marché pour la région, ce qui aurait dû être son premier signal d'alerte.
Mais Skyler était désespérée et à court d'options. Le poste de recherche commençait dans 2 semaines, et elle ne pouvait pas se permettre de refuser le travail parce qu'elle manquait de logement. Elle envoya un message au propriétaire, un homme qui se présentait uniquement sous le nom de David. Il répondit en quelques minutes, expliquant qu'il avait récemment déménagé à l'étranger pour des raisons de santé et louait sa cabane pour aider à payer l'hypothèque. Il ne pouvait pas lui montrer la propriété en personne, mais son frère vivait à proximité et pouvait lui donner accès pour une visite. La cabane dépassa les attentes de Skyler lorsqu'elle arriva pour la visite. Elle se trouvait au bout d'une allée de gravier, entourée d'épicéas de Sitka et de prunches de l'Ouest imposants. L'intérieur était rustique mais bien entretenu, avec un poêle à bois, une petite cuisine fonctionnelle et une chambre avec de grandes fenêtres donnant sur la forêt. Les meubles étaient minimaux mais adéquats, un lit, une table avec 2 chaises, un canapé usé et plusieurs étagères remplies de guides de nature et de journaux de terrain. Le frère de David, un homme d'âge moyen calme qui se présenta sous le nom de Tom, lui fit visiter la propriété et répondit à ses questions sur les services publics et la collecte des ordures. Tout semblait légitime. Tom lui remit un jeu de clés et lui dit de prendre son temps pour visiter. Il partit avant qu'elle n'ait fini d'explorer, lui disant de fermer à clé et de déposer les clés dans la boîte aux lettres lorsqu'elle aurait terminé. Skyler signa le bail par email le soir même. David lui envoya un contrat de location standard. Elle transféra le premier mois de loyer et le dépôt de garantie, et en 3 jours, elle emménageait dans la cabane. Les premières semaines furent paisibles et sans incident. Elle s'installa dans une routine de matin précoce sur le terrain, de longues randonnées à travers une végétation dense, de suivi de la faune et de soirées tranquilles dans la cabane à examiner ses données et à préparer des rapports. L'isolement ne la dérangeait pas. En fait, elle l'accueillait avec plaisir. Après des années passées dans des appartements bondés avec des colocataires bruyants pendant ses études universitaires, la solitude de la forêt pluviale lui semblait un cadeau. Elle avait un contact minimal avec David. Il lui envoyait un bref email au début de chaque mois pour confirmer la réception de son paiement de loyer et demander si tout allait bien avec la propriété. Elle répondait toujours que tout était parfait. C'est lors de sa 4e semaine dans la cabane que les messages de David commencèrent à changer. Le changement fut subtil au début, à peine perceptible. Il lui demanda des détails sur ses recherches, exprimant de l'intérêt pour la faune qu'elle étudiait. Skyler n'y prit pas garde. Beaucoup de propriétaires aimaient discuter avec leurs locataires, et David semblait sincèrement curieux de l'écologie de la région. Elle répondit avec de brefs résumés de son travail, décrivant les populations d'élan et les défis de la navigation dans la forêt dense. Mais ensuite, les questions de David devinrent plus spécifiques, et ce fut à ce moment-là que les premiers frissons d'inquiétude commencèrent à s'insinuer dans son esprit. Il lui demanda des détails sur la veste de pluie bleue qu'elle portait pendant son travail sur le terrain. Comment savait-il qu'elle était bleue? Elle ne lui avait jamais envoyé de photographie. Il mentionna qu'elle gardait ses carnets de terrain sur la table de la cuisine. Comment avait-il vu sa table de cuisine? Il fit remarquer qu'elle semblait préférer le thé au café le matin. Comment pouvait-il savoir cela? Skyler essaya de rationaliser ses connaissances. Peut-être que Tom avait mentionné ces détails lors d'une visite qu'elle n'avait pas remarquée. Peut-être qu'il y avait de vieilles photographies de l'intérieur de la cabane qui montraient des objets qu'elle avait disposés de manière similaire. Peut-être que David faisait des suppositions éclairées basées sur les comportements typiques des chercheurs. Mais les explications semblaient forcées et inadéquates. Elle commença à prêter plus d'attention aux messages de David, et ce qu'elle découvrit lui glaça le sang. Il savait quand elle quittait la cabane chaque matin et quand elle rentrait chaque soir. Il savait qu'elle avait réorganisé l'étagère à livres dans le salon. Il savait qu'elle avait déplacé le canapé pour accéder à une prise électrique. Il connaissait des détails que personne ne pouvait savoir à moins d'être à l'intérieur de la cabane, de l'observer, de documenter ses routines quotidiennes. Le point de rupture eut lieu un mardi soir, lorsque Skyler rentra d'une journée particulièrement épuisante sur le terrain. Elle avait marché près de 20 km dans un terrain difficile, traversant des ruisseaux gonflés et grimpant sur des bûches tombées. Elle était couverte de boue, fatiguée et impatiente de prendre une douche chaude et de se coucher tôt. Alors qu'elle déverrouillait la porte de la cabane et entrait, son téléphone vibra avec un message de David. Le message était bref mais glaçant: « Tu devrais faire plus attention en traversant Beaver Creek. L'eau est haute à cette période de l'année, et ces rochers sont glissants. Tu pourrais te blesser. » Skyler cessa de respirer. Beaver Creek n'apparaissait sur aucune carte. C'était un nom local qu'elle avait appris d'autres chercheurs, un petit affluent qui traversait la zone d'étude à des kilomètres de la cabane.
Elle l'avait traversé cet après-midi-là, choisissant soigneusement son chemin sur des pierres couvertes de mousse tandis que le courant gonflé passait près de ses bottes. Personne n'était avec elle. Personne ne l'avait vue, à part David. Skyler ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta allongée dans son lit, toutes les lumières allumées, son esprit parcourant des possibilités terrifiantes. L'explication la plus évidente était que David avait installé des caméras dans la cabane. Des caméras cachées qui lui permettaient de la surveiller à chaque instant, de cataloguer ses habitudes, d'envahir sa vie privée de manière qui violait toutes ses limites. Mais comment des caméras dans la cabane lui permettaient-elles de savoir ce qui se passait à Beaver Creek, à des kilomètres de là dans la forêt? À moins qu'il n'y ait aussi des caméras là-bas. Ou à moins qu'il ne soit pas à l'étranger du tout. À moins qu'il ne soit ici, dans l'État de Washington, à l'observer en personne, à la suivre à travers la forêt, à tracer ses mouvements comme elle traquait les hardes d'élan. Cette pensée était si terrifiante que Skyler en tremblait physiquement. Elle était seule dans une cabane isolée, entourée de kilomètres de forêt vide, complètement vulnérable face à un propriétaire qui semblait connaître chacun de ses mouvements. Le lendemain matin, Skyler commença à tester sa théorie. Elle plaça des objets spécifiques à des endroits précis dans toute la cabane, créant une sorte de piège. Elle laissa une tasse de café sur le lavabo de la salle de bain, un livre ouvert à la page 47 sur la table de la cuisine et ses jumelles de terrain sur l'accoudoir du canapé. Elle prit des photographies de chaque disposition avec son téléphone, documentant l'emplacement exact. Puis elle partit pour son travail sur le terrain, veillant à rester éloignée de la cabane toute la journée. Lorsqu'elle rentra ce soir-là, rien n'avait été déplacé. Tout était exactement comme elle l'avait laissé. Mais le message de David arriva 1 heure plus tard, « Je vois que tu lis sur les champignons de la forêt. » Un sujet fascinant. Le livre sur la table de la cuisine est ouvert à un chapitre sur les réseaux mycorhiziens. Le livre parlait effectivement d'écologie forestière, et la page 47 discutait bien des champignons mycorhiziens. David n'avait pas seulement vu le livre, il avait lu la page spécifique à laquelle il était ouvert. Skyler commença immédiatement à fouiller la cabane. Elle déplaça les meubles, examina les luminaires, vérifia les détecteurs de fumée, inspecta les prises électriques. Elle savait à quoi ressemblaient les caméras cachées. Elle avait vu suffisamment de documentaires criminels pour comprendre que les dispositifs de surveillance modernes pouvaient être incroyablement petits et difficiles à détecter. Sa recherche dura des heures, et elle ne trouva rien d'évident, aucune petite lentille, aucune modification suspecte des objets ménagers, aucun fil passant là où il ne devait pas. Mais la cabane était ancienne et présentait de nombreuses caractéristiques architecturales qui pouvaient dissimuler des dispositifs, poutres en bois apparentes, nœuds décoratifs dans les panneaux de pin, luminaires vintage avec des montures en laiton. Chacun de ces éléments pouvait cacher une caméra assez petite pour échapper à une inspection superficielle. Elle avait besoin d'une aide professionnelle, mais elle ne savait pas qui appeler ni si ses soupçons seraient pris au sérieux. La situation s'aggrava de manière dramatique lorsque Skyler quitta la cabane pour un week-end de conférence à Seattle. Elle avait informé David des semaines plus tôt qu'elle serait absente, remplissant ainsi l'exigence de son bail de notifier le propriétaire en cas d'absence prolongée. Elle conduisit les 3 heures jusqu'à Seattle vendredi après-midi, assista à 2 jours de présentation et d'événements de réseautage, et revint à la cabane tard dimanche soir. Alors qu'elle approchait de l'allée, ses phares balayèrent un véhicule garé près de la cabane. Un SUV sombre, qu'elle ne reconnaissait pas. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle ralentissait. Qui pouvait être à sa cabane? Le véhicule s'éloigna rapidement, accélérant sur la route de gravier avant qu'elle ne puisse s'approcher assez pour voir la plaque d'immatriculation. Elle se gara et courut vers la cabane, tâtonnant avec ses clés, terrifiée par ce qu'elle pourrait trouver à l'intérieur. Tout semblait normal à première vue. Aucun signe d'effraction, aucun objet manifestement manquant ou dérangé. Mais Skyler pouvait sentir que quelque chose n'allait pas. L'air dans la cabane semblait différent, comme si quelqu'un avait récemment traversé les pièces. Elle vérifia sa chambre et se figea. Son oreiller avait été déplacé. Pas de manière dramatique, juste légèrement décalé par rapport à l'endroit où elle l'avait laissé. Sur sa coiffeuse, une bouteille de lotion avait été ouverte et déplacée du côté gauche vers le côté droit. Dans la salle de bain, sa brosse à dents était humide, alors qu'elle était sèche lorsqu'elle était partie vendredi. Quelqu'un était entré dans la cabane. Quelqu'un avait touché ses affaires. Quelqu'un avait utilisé sa brosse à dents. La violation était si profonde, si intime, que Skyler se sentit physiquement malade. Elle sortit en courant et vomit dans les buissons à côté de la cabane, son corps entier tremblant de peur et de dégoût. Skyler ne rentra pas cette nuit-là.
Elle monta dans sa voiture et conduisit jusqu'à la ville la plus proche, s'installa dans un motel et appela la police. Le député qui répondit à son appel prit sa déposition, mais semblait sceptique quant à ses affirmations. Sans preuve d'effraction ou de vol, il y avait peu de choses que la police pouvait faire. Il ne pouvait pas prouver que quelqu'un était entré dans la cabane. Il ne pouvait pas prouver que David la surveillait. Il ne pouvait même pas prouver que David était dans l'État de Washington plutôt qu'à l'étranger comme il le prétendait. Le député suggéra qu'elle avait peut-être mal remarqué la position des objets avant de partir pour le week-end. Peut-être que la brosse à dents était humide parce qu'elle l'avait utilisée vendredi matin et que l'humidité était restée. Peut-être qu'elle souffrait de paranoïa liée au stress de vivre seule dans un endroit aussi isolé. Les suggestions étaient exaspérantes et dédaigneuses, mais Skyler n'avait aucune preuve concrète pour les contredire. Elle engagea un détective privé le lendemain, dépensant de l'argent qu'elle ne pouvait pas se permettre avec son salaire modeste de chercheuse. Le détective était un ancien policier spécialisé dans la détection de la surveillance. Il arriva à la cabane avec du matériel électronique et passa 6 heures à effectuer une recherche systématique. Il trouva 2 caméras. L'une était cachée dans un détecteur de fumée au plafond de la chambre. L'autre était dissimulée dans une chouette en bois décorative posée sur une étagère dans le salon. Les 2 caméras étaient sans fil, diffusant vers un récepteur qui pouvait se trouver n'importe où dans un rayon de 800 mètres. Le détective découvrit également que la serrure de la porte d'entrée avait été modifiée avec un cylindre de clé duplicate qui permettait à David d'entrer dans la cabane à tout moment. Même si Skyler avait verrouillé le verrou de l'intérieur, l'épreuve était accablante et horrifiante. David l'avait observé dormir. David l'avait observé s'habiller et se déshabiller. David avait documenté ses moments les plus intimes pendant des mois. Armé du rapport du détective et de photographies de l'équipement de surveillance, Skyler retourna voir la police. Cette fois, ils la prirent au sérieux. David fut inculpé pour plusieurs chefs d'accusation de surveillance illégale et d'intrusion. L'enquête révéla qu'il n'avait jamais quitté le pays. Il vivait dans une petite maison à moins de 3 km de la cabane, assez près pour surveiller les flux des caméras sans fil en temps réel. La police trouva des dizaines d'heures d'enregistrement vidéo sur son ordinateur. Des vidéos de Skyler vaquant à ses occupations quotidiennes, totalement inconsciente d'être observée. Ils trouvèrent également des photographies que David avait prises en la suivant dans la forêt pendant son travail sur le terrain. Des images d'elle traversant Beaver Creek, des images d'elle agenouillée pour examiner des traces d'élan, des images d'elle mangeant son déjeuner à côté d'une bûche tombée. Il l'avait traquée à la fois à l'intérieur de la cabane et à l'extérieur, dans la nature sauvage. Un prédateur étudiant sa proie avec une attention méticuleuse aux détails. David fut arrêté et inculpé, mais le processus judiciaire fut lent. Skyler rompit son bail immédiatement, perdant son dépôt de garantie et déménageant ses affaires dans un logement temporaire tout en cherchant un hébergement alternatif. L'institut de recherche pour lequel elle travaillait fut compréhensif et l'aida à trouver une chambre dans une maison partagée avec 2 autres biologistes. Elle demanda une ordonnance restrictive, qui fut accordée en attendant le procès pénal. Mais les dégâts étaient faits. Le sentiment de violation, la perte de sécurité, la connaissance qu'une personne avait observé ses moments les plus intimes et en avait tiré de la satisfaction laissèrent des cicatrices qui mettraient des années à guérir. Skyler termina son contrat de recherche mais déclina une offre de prolongation pour une autre saison. Elle quitta la forêt pluviale de Haut et prit un poste dans une université du Midwest, loin de la pluie, des arbres imposants et de la cabane où sa vie privée avait été si profondément violée. David plaida finalement coupable à des chefs d'accusation réduits et purgea 18 mois de prison dans le comté. La peine semblait inadéquate à Skyler, une simple tape sur les doigts pour des crimes qui avaient fondamentalement altéré son sentiment de sécurité dans le monde. Elle ne retourna jamais dans l'État de Washington. La forêt pluviale qui avait autrefois représenté l'opportunité et l'aventure représentait maintenant la terreur et la trahison. Parfois, tard dans la nuit, alors qu'elle est éveillée dans son appartement à des milliers de kilomètres de là, Skyler se demande si David est sorti de prison. S'il a trouvé une autre victime. Si une autre jeune femme loue cette cabane et vit sa vie sans savoir que des yeux l'observent depuis des caméras cachées et que des pas la suivent à travers la forêt. Cette pensée la hante, mais il n'y a rien qu'elle puisse faire. Elle a signalé ce qui s'est passé. Elle a témoigné au tribunal. Elle a averti les autres dans les groupes de logement en ligne des dangers des annonces de location trop belles pour être vraies dans des endroits isolés. Mais des prédateurs comme David persistent, et la nature sauvage qui semble si paisible et vide est parfois le foyer des pires monstres humains. En 2021, Aaron vivait à Fork,
dans l'État de Washington, et travaillait de nuit dans une station-service ouverte 24 heures sur 24, située sur l'autoroute 101. La ville de Fork était petite et isolée, surtout connue pour être le cadre d'une série romantique sur les vampires qui avait attiré des touristes des années plus tôt. Mais en 2021, l'engouement touristique s'était estompé, et Fork était retourné à son existence tranquille de communauté de bûcherons et de pêcheurs en bordure de la péninsule olympique. Aaron avait 22 ans. Étudiant abandonné en communauté collégiale, il avait déménagé à Fork depuis Tacoma après une rupture difficile qui l'avait laissé dans le besoin d'un nouveau départ. Le travail à la station-service n'était pas glamour, mais il payait suffisamment pour couvrir le loyer d'un petit studio et lui laissait ses journées libres pour randonner dans la forêt pluviale environnante. La station-service où Aaron travaillait se trouvait à la jonction de l'autoroute 101 et d'une route forestière qui menait profondément dans la forêt nationale olympique. Pendant les heures de jour, l'emplacement voyait un trafic régulier de touristes se dirigeant vers la côte et de camions de bûcherons transportant du bois depuis les montagnes. Mais pendant le quart de travail d'Aaron, qui s'étendait de 23h à 7h du matin, la station était souvent complètement déserte pendant des heures. Aaron n'avait pas d'objection à l'isolement. Il passait ses nuits à lire, à regarder des films sur son téléphone et, occasionnellement, à aider le rare client qui s'arrêtait pour de l'essence ou des collations pendant les heures du petit matin. Le travail était monotone mais paisible. Et après le chaos de sa vie précédente à Tacoma, paisible était exactement ce dont Aaron avait besoin. Le client régulier commença à apparaître lors de la 3e semaine de travail d'Aaron. C'était un homme dans la quarantaine, de taille moyenne, avec des cheveux bruns clairsemés et des lunettes à monture métallique qui lui donnaient une apparence académique. Il conduisait une berline argentée sans distinction et venait toujours vers 2h du matin, achetant du café et un sandwich préemballé. Il était poli et discret, engageant des conversations sur la météo ou demandant à Aaron comment se passait sa nuit. Aaron appréciait la compagnie. Travailler seul toute la nuit pouvait être solitaire, et avoir un client régulier et amical rompit la monotonie. L'homme se présenta sous le nom de David, expliquant qu'il travaillait des heures irrégulières en tant qu'écrivain indépendant et se retrouvait souvent éveillé à des heures indues. Il vivait quelque part dans la région, mais était vague sur l'emplacement exact. Aaron ne chercha pas à en savoir plus. La vie privée des clients était respectée dans les petites villes. Au cours des semaines suivantes, David devint une présence nocturne régulière. Il arrivait à peu près à la même heure, achetait les mêmes articles et passait 10 ou 15 minutes à discuter avec Aaron avant de retourner à sa voiture. Les conversations étaient agréables et apparemment innocentes. David posait des questions sur la vie d'Aaron, ses raisons de déménager à Fork, ses centres d'intérêt et ses passe-temps. Aaron se surprit à s'ouvrir, partageant des détails sur sa rupture, ses difficultés à l'université et son amour de la nature. David était un auditeur attentif, offrant des conseils et des encouragements. Il semblait sincèrement intéressé par le bien-être d'Aaron, ce qui faisait du bien. Après des mois de sentiments de dérive et de déconnexion, Aaron commença à attendre avec impatience les visites de David, les considérant comme le point fort de son quart de travail autrement fastidieux. Le changement de dynamique fut si progressif qu'Aaron ne le remarqua pas. David commença à rester plus longtemps lors de ses visites, parfois jusqu'à 30 ou 40 minutes. Il posa des questions plus personnelles. À quelle heure Aaron finissait-il son travail ? Avait-il une petite amie ou un petit ami ? Où se trouvait exactement son appartement ? Vivait-il seul ? Les questions semblaient intrusives quand Aaron y repensait plus tard. Mais sur le moment, entouré des lumières fluorescentes de la station-service vide et reconnaissant pour l'interaction humaine, il y répondit sans suspicion. David commença également à apparaître à des moments inattendus. Parfois, il arrivait à minuit, juste au début du quart d'Aaron. D'autres fois, il se présentait juste avant 7h du matin, prétendant vouloir attraper Aaron avant qu'il ne parte. La fréquence des visites augmenta, passant d'une fois par nuit à parfois 2 ou 3 fois pendant un seul quart de travail. C'est lors de la 6e semaine d'Aaron au travail qu'il ressentit pour la première fois un véritable malaise. David était arrivé vers 1h du matin et était resté plus d'1 heure, s'appuyant contre le comptoir et parlant sans arrêt. La conversation avait pris un tournant étrange. David demanda si Aaron se sentait jamais seul en travaillant de nuit. Il suggéra qu'ils devraient sortir ensemble en dehors de la station-service. Il mentionna qu'il avait une cabane à quelques kilomètres dans la forêt où Aaron pouvait venir rendre visite s'il avait besoin de compagnie. L'invitation semblait fausse d'une manière qu'Aaron ne pouvait pas expliquer. Il y avait une intensité dans les yeux de David, un besoin qui déclenchait des signaux d'alarme. Aaron déclina poliment, disant qu'il valorisait son temps libre limité et préférait le passer à randonner seul.
L'expression de David s'assombrit pendant un instant avant qu'il ne sourie et ne dise qu'il comprenait. Mais en partant cette nuit-là, il se retourna à la porte et dit quelque chose qui fit froid dans le dos à Aaron. « Je sais où tu habites, Aaron. L'appartement au-dessus de la quincaillerie. Si tu changes d'avis pour une visite, fais-le-moi savoir. » Aaron n'avait jamais dit à David où il vivait. La réalisation le frappa comme un coup physique. Il resta derrière le comptoir, fixant le parking vide où la berline argentée de David venait de s'éloigner, et sentit la peur lui parcourir l'échine. Comment David connaissait-il son adresse? L'avait-il suivi après un quart de travail? L'avait-il observé? Aaron sortit son téléphone et envisagea d'appeler la police. Mais que dirait-il? Un client régulier sait où j'habite. Ce n'était pas illégal. David ne l'avait pas menacé. Il n'avait rien fait de manifestement criminel. Mais chaque instinct qu'Aaron possédait hurlait que quelque chose n'allait pas du tout. La nuit suivante, David n'apparut pas pendant le quart d'Aaron, et Aaron se sentit soulagé. Peut-être que David avait senti son malaise et décidé de chercher son café ailleurs. Mais quand Aaron se dirigea vers sa voiture dans le parking des employés derrière la station-service à 7 heures du matin, il trouva un morceau de papier plié glissé sous l'essuie-glace de son pare-brise. Le mot était écrit à la main en lettres d'imprimerie soignées, « Tu m'as manqué hier soir. J'espère que tu ne m'évites pas. Nous avons de si bonnes conversations. Je sens que nous avons une vraie connexion. » Le mot était signé du nom de David et incluait un numéro de téléphone. Aaron froissa le mot et le jeta dans une poubelle à proximité, les mains tremblantes. Cela avait franchi la ligne entre un client amical et quelque chose de bien plus sinistre. Au cours de la semaine suivante, le comportement de David s'intensifia de manière qui laissèrent Aaron terrifié et impuissant. David commença à apparaître à l'extérieur de la station-service à des moments inattendus, ne venant pas à l'intérieur, mais restant assis dans sa voiture sur le parking, à observer. Aaron jetait un coup d'œil par les fenêtres et voyait la berline argentée au ralenti sous les lumières. David, visible derrière le volant, assis là pendant des heures. Quand le quart d'Aaron se terminait, David était parfois en attente dans le parking des employés, souriant et agitant la main tandis qu'Aaron se précipitait vers sa voiture. Aaron commença à verrouiller immédiatement les portes de sa voiture et à s'éloigner le plus rapidement possible, vérifiant ses rétroviseurs de manière obsessionnelle pour s'assurer qu'il n'était pas suivi. Mais à plusieurs reprises, il repéra la berline argentée quelques voitures derrière lui, maintenant une distance régulière à travers les rues désertes de Fork avant l'aube. Le pire incident se produisit un jeudi matin. Aaron avait terminé son quart de travail et conduit jusqu'à chez lui, soulagé de ne voir aucun signe du véhicule de David. Il se gara derrière la quincaillerie et monta les escaliers extérieurs menant à son studio, épuisé et impatient de dormir. Mais en déverrouillant sa porte et en entrant, il se figea. Quelqu'un était entré dans son appartement. Rien n'était manifestement dérangé ou volé, mais de petits détails n'étaient pas normaux. Son courrier, qu'il avait laissé empiler sur le comptoir de la cuisine, avait été trié en piles soignées. La tasse de café qu'il avait laissée dans l'évier était maintenant posée sur l'égouttoir, lavée et séchée. Le plus troublant de tout, son lit avait été fait avec des coins d'hôpital, quelque chose qu'Aaron ne faisait jamais. Il resta dans son petit appartement, se sentant violé et terrifié, et réalisa que David était entré chez lui. Aaron appela immédiatement la police. 2 officiers arrivèrent en moins de 20 minutes et prirent sa déposition au sérieux. Ils documentèrent les preuves d'entrée non autorisées, photographièrent les objets réarrangés et prirent des empreintes digitales. Bien qu'ils aient averti Aaron que, sauf s'ils trouvaient une correspondance dans le système, les empreintes seules ne suffiraient pas à identifier l'intrus. Aaron leur raconta tout sur David, le comportement escaladant, les notes, la surveillance. Les officiers l'assurèrent qu'ils enquêteraient et lui conseillèrent de documenter tout futur contact. Ils suggérèrent qu'il pourrait envisager une ordonnance restrictive si le comportement de David se poursuivait. En attendant, ils organisèrent des patrouilles accrues dans la région et donnèrent à Aaron des numéros de contact directs pour les situations non urgentes. David apparut à la station-service cette nuit même. Il entra à son heure habituelle de 2 heures, sourit à Aaron et s'approcha du comptoir comme si rien n'avait changé. Le cœur d'Aaron battait si fort qu'il crut qu'il allait s'évanouir. Il dit à David qu'il n'était plus le bienvenu à la station et devait partir immédiatement. Le sourire de David ne faiblit jamais. « Pourquoi es-tu si peu amical, Aaron ? Je pensais que nous étions amis. » Aaron tendit la main vers le téléphone pour appeler la police. Mais David leva les mains en geste de paix. « D'accord. D'accord, je vais partir. Mais tu fais une erreur.
Nous aurions pu avoir quelque chose de spécial. Il sortit lentement, maintenant un contact visuel tout le temps, et s'éloigna en voiture. Aaron ne revit plus David après cette nuit-là, mais la peur ne diminua pas. Il découvrit que la serrure de la porte extérieure de son immeuble était cassée, permettant à quiconque d'accéder à l'escalier intérieur. Son propriétaire promit de la réparer, mais semblait peu préoccupé par l'urgence. Aaron commença à barricader la porte de son appartement avec des meubles et à dormir avec une batte de baseball à côté de son lit. Il changea son horaire de travail, demandant des quarts de jour, mais le propriétaire de la station-service lui dit que la couverture de nuit était requise et qu'il ne pouvait pas accommoder le changement sans embaucher un remplaçant. Aaron envisagea sérieusement de démissionner, mais il avait besoin du revenu et ne pouvait pas se permettre de partir sans un autre emploi en perspective. La résolution vint 3 semaines plus tard, de manière inattendue. Aaron arriva pour son quart de travail un soir et trouva 2 détectives qui l'attendaient. Ils voulaient lui poser des questions sur David, dont il connaissait maintenant le nom complet. Il s'avéra que David était recherché en lien avec plusieurs affaires de harcèlement dans tout l'État de Washington et en Oregon. Il avait un historique de ciblage de jeunes hommes travaillant seuls dans des endroits isolés, se liant d'amitié avec eux, passant à la surveillance et au harcèlement, et dans au moins 2 cas, tentant d'enlever ses victimes. Les détectives montrèrent à Aaron des photographies de victimes précédentes, de jeunes hommes qui ressemblaient étrangement à Aaron. Ils lui dirent qu'il avait de la chance. Sa décision de signaler tôt et d'impliquer la police avait probablement empêché un incident bien plus grave. David fut arrêté 1 mois plus tard en Oregon, où il s'était tourné vers une nouvelle victime travaillant dans une aire de repos routière isolée. Il fut inculpé pour plusieurs chefs d'accusation de harcèlement, de cambriolage et de tentative d'enlèvement. Aaron fut invité à témoigner dans l'affaire de Washington, ce qu'il fit, bien que l'expérience l'ait émotionnellement épuisé. David plaida coupable pour éviter un procès et reçut une peine de 10 ans de prison. Mais les dommages infligés au sentiment de sécurité d'Aaron furent profonds et durables. Il quitta son emploi à la station-service et retourna à Tacoma. Incapable de tolérer l'isolement de Fork plus longtemps, il lutta contre l'anxiété et la paranoïa, vérifiant les serrures à plusieurs reprises, évitant les conversations avec des inconnus, scannant toujours son environnement à la recherche de menaces. Aaron partage parfois son histoire sur des forums internet, espérant avertir les autres des dangers de l'isolement et des prédateurs qui ciblent les personnes vulnérables dans des endroits reculés. Il veut que les gens comprennent que l'amabilité peut être une arme, que la gentillesse des étrangers doit être accueillie avec un scepticisme sain, et que faire confiance à ses instincts lorsqu'une situation semble suspecte peut sauver des vies. Les forêts pluviales de Washington sont belles et majestueuses. Mais elles abritent aussi des personnes qui utilisent cette beauté et cet isolement pour chasser ceux qui s'aventurent trop loin de la sécurité. Aaron a appris cette leçon à la dure. Et il se considère chanceux de s'en être sorti avec seulement des cicatrices psychologiques. Tout le monde qui rencontre un prédateur dans l'obscurité n'a pas cette chance. Avant l'incident, voici un peu de contexte. Hazel vivait seule dans une petite maison en bordure de la forêt nationale de Gifford Pinchot depuis environ 2 ans. La maison était une location, une ancienne cabane de bûcheron qui avait été rénovée juste assez pour répondre aux normes de construction moderne, mais qui conservait son caractère rustique. Des murs en bois brut, un poêle à bois pour le chauffage et des fenêtres qui tremblaient dans leur cadre lorsque le vent soufflait à travers les douglas imposants qui entouraient la propriété. Hazel avait 29 ans, illustratrice botanique, et travaillait depuis chez elle à créer des dessins détaillés d'espèces végétales indigènes pour des guides de terrain et des matériaux éducatifs. L'isolement lui convenait parfaitement. Elle avait besoin de calme pour se concentrer sur son travail, et la forêt lui fournissait une inspiration et une matière inépuisables. Son plus proche voisin se trouvait à près d'1,5 km, au bout d'une route de terre bosselée qui se transformait en boue lors des fréquentes pluies. Hazel avait adopté un chien 6 mois après avoir emménagé dans la cabane. Max était un berger allemand croisé de 3 ans qu'elle avait sauvé d'un refuge à Vancouver. Il était bien dressé, protecteur, et offrait à la fois compagnie et sécurité dans cet endroit isolé. La cabane se trouvait sur 2 hectares de terrain partiellement déboisé, entouré sur 3 côtés par une forêt dense. Hazel avait installé un long câble de course qui s'étendait de la véranda arrière à un arbre en bordure de la clairière, permettant à Max d'être dehors en sécurité pendant qu'elle travaillait. Le système fonctionnait bien pendant les heures de jour, mais la nuit, Hazel préférait garder Max à l'intérieur. La forêt abritait des ours, des cougars et des coyotes, et elle s'inquiétait pour lui s'il rencontrait des animaux sauvages dans l'obscurité. La routine, la nuit de l'incident, était la même que toutes les autres nuits.
Hazel travailla tard à sa table de dessin, terminant une série d'illustrations de fougères indigènes. Vers 23h30, elle enregistra son travail et commença à se préparer pour le coucher. Max était allongé sur son coussin près du poêle à bois. Mais quand Hazel se leva, il trotta vers la porte arrière et gémissait, signalant qu'il avait besoin de sortir une dernière fois. Hazel attacha son collier à la longe et ouvrit la porte, le regardant bondir dans l'obscurité. La nuit était claire et froide, avec des étoiles visibles à travers les trouées dans la canopée des arbres. Elle laissa la lumière du porche allumée mais ferma la porte pour garder la chaleur à l'intérieur, prévoyant de vérifier Max dans quelques minutes. Elle était en train de faire la vaisselle dans la cuisine lorsqu'elle entendit le grattement familier à la porte arrière. Max faisait toujours cela quand il était prêt à rentrer, traînant ses griffes sur la porte en bois selon un motif distinctif. Hazel sécha ses mains et se dirigea vers la porte, mais quelque chose la fit hésiter. Elle ne pouvait pas l'expliquer de manière rationnelle, juste un soudain pressentiment que quelque chose n'allait pas. Au lieu d'ouvrir immédiatement la porte, elle se pencha en avant et regarda par le Judas. Ce qu'elle vit lui glaça le sang. Un homme se tenait sur son porche, légèrement voûté, fixant intensément la poignée de la porte. Il était vêtu de vêtements sombres, son visage partiellement obscurci par une capuche. Sa main était sur la poignée, la testant doucement, comme pour vérifier si la porte était verrouillée. Hazel se figea, la main toujours sur le verrou qu'elle s'apprêtait à déverrouiller. Pendant plusieurs secondes, elle resta simplement là, incapable de comprendre ce qu'elle voyait. Puis elle entendit à nouveau le grattement. Ce n'était pas Max du tout. L'étranger traînait ses doigts le long de la porte, imitant le son que faisait son chien quand il voulait entrer. Cette réalisation envoya une vague de terreur à travers son corps. Cette personne l'avait observé. Il connaissait ses routines. Il savait comment Max signalait qu'il voulait entrer. Il utilisait cette connaissance pour la tromper et lui faire ouvrir la porte. Si elle n'avait pas regardé par le Judas, si elle avait simplement ouvert la porte comme elle le faisait chaque nuit, l'étranger aurait été là, séparé d'elle par rien d'autre que l'air et l'opportunité. Hazel recula lentement de la porte, essayant de ne faire aucun bruit qui aurait alerté l'étranger de sa présence. Son téléphone était sur le comptoir de la cuisine. Elle le saisit avec des mains tremblantes et appela son mari Marcus, qui était en déplacement professionnel à Portland et ne rentrerait pas avant le week-end. Il répondit à la deuxième sonnerie, la voix endormie. Elle chuchota frénétiquement qu'il y avait quelqu'un sur le porche, que Max était toujours dehors, qu'elle ne savait pas quoi faire. Marcus fut immédiatement en alerte, lui disant de rester loin de la porte et de rester en ligne avec lui. Il essayait de réfléchir, d'élaborer un plan à 320 km de distance tandis que sa femme était en danger. C'est alors qu'Hazel se souvint que Max était toujours dehors avec un étranger. Cette pensée la rendit physiquement malade. Si l'étranger faisait du mal à son chien, elle ne se le pardonnerait jamais. Mais sortir signifierait s'exposer au danger. La porte arrière donnait directement sur le porche où se tenait l'étranger. Il n'y avait aucun moyen d'atteindre Max sans passer à quelques mètres de l'intrus. Mais la cabane avait une deuxième entrée, une porte latérale qui menait à une petite buanderie utilisée pour stocker le bois de chauffage et les outils. Cette porte donnait sur le côté de la maison où le sol était recouvert de gravier. Si elle pouvait ouvrir cette porte silencieusement, elle pourrait peut-être voir Max, ou au moins déterminer s'il était en sécurité. Hazel se faufila jusqu'à la buanderie, grimaçant à chaque craquement des vieilles planches sous ses pieds. Elle déplaça le bois de chauffage avec soin pour dégager un passage vers la porte, puis tourna lentement la poignée et l'entr'ouvrit. L'air froid de la nuit se précipita à l'intérieur, et elle regarda dans l'obscurité. Elle ne pouvait pas voir Max n'importe où dans son champ de vision limité. Le chien était peut-être à l'autre extrémité de sa longe, où il avait peut-être fait le tour de la maison. Il n'y avait aucun moyen de l'appeler sans alerter l'étranger de sa présence. Elle referma la porte aussi silencieusement qu'elle l'avait ouverte et retourna à la cuisine, son cœur battant si fort qu'elle crut qu'il allait éclater. À travers le Judas de la porte arrière, elle pouvait toujours voir l'étranger. Il n'avait pas bougé. Il était toujours là, fixant la poignée comme s'il attendait. La patience était d'une manière ou d'une autre plus terrifiante que s'il avait essayé de forcer l'ouverture de la porte. Ce n'était pas un crime d'opportunité. C'était calculé. Il était venu ici avec un plan, et il était prêt à attendre le moment parfait pour l'exécuter. Hazel envisagea d'appeler la police, mais que leur dirait-elle? Un homme se tenait sur son porche. Il n'avait rien cassé. Il ne l'avait pas menacé verbalement. Il n'avait même pas frappé à la porte.
Elle pouvait imaginer le standardiste lui demander si elle avait demandé à l'homme de partir, si elle avait essayé de déterminer ce qu'il voulait. Les temps de réponse de la police rurale étaient notoirement lents ici. Cela pouvait prendre 30 minutes ou plus pour qu'un officier arrive. Puis l'étranger fit quelque chose qui fit geler le sang d'Azel. Il regarda directement vers le Judas. Elle ne pouvait pas être certaine qu'il pouvait la voir à travers la petite lentille, mais son regard se fixa sur cet endroit précis. Il savait qu'elle le regardait. Un lent sourire s'étira sur son visage, révélant des dents qui brillaient sous la lumière du porche. Le sourire n'était ni amical ni rassurant. Il était prédateur, malveillant, le sourire de quelqu'un qui aimait faire peur aux autres. Il maintint cette expression pendant ce qui sembla une éternité, fixant directement l'endroit où Azel se tenait, figé de l'autre côté de la porte. Puis il ouvrit grand la bouche, laissant le sourire se transformer en quelque chose de grotesque et provocateur, comme pour dire qu'il savait qu'elle était piégée à l'intérieur et qu'elle ne pouvait rien y faire. Avec cette expression horrible toujours sur le visage, l'étranger se retourna et s'éloigna du porche. Azel le regarda à travers le Judas descendre les marches et disparaître dans l'obscurité au-delà de la portée de la lumière du porche. Elle ne bougea pas pendant plusieurs minutes, craignant que ce ne soit un piège, qu'il ne revienne en courant dès qu'elle ouvrirait la porte. Marcus était toujours au téléphone, sa voix urgente demandant ce qui se passait. Azel expliqua dans un chuchotement ce qu'elle avait vu, et Marcus insista pour qu'elle appelle immédiatement la police. Il s'habillait déjà, se dirigeait vers sa voiture, prévoyant de conduire toute la nuit pour rentrer chez elle. Azel appela la police et, pendant qu'elle attendait leur arrivée, elle se força à aller chercher Max. Elle attrapa une lampe torche et un couteau de cuisine, déverrouilla la porte arrière et sortit sur le porche avec le couteau tenu devant elle comme une arme. La clairière était vide et silencieuse. Elle appela Max, et à son immense soulagement, elle entendit des aboiements venant de quelque part dans les arbres. Elle suivit le son et trouva Max emmêlé dans des broussailles à l'extrémité de la propriété. Sa longe avait été coupée, le câble proprement sectionné à environ 2 mètres de son collier. Quelqu'un avait délibérément libéré Max de la longe et l'avait poursuivi dans la forêt, l'éliminant comme un obstacle et supprimant le système d'alerte précoce d'Azel. La police arriva 40 minutes plus tard. 2 adjoints prirent sa déposition, examinèrent le câble coupé et fouillèrent la propriété avec des lampes torchées. Ils trouvèrent des empreintes de pas dans la terre molle près du porche, des traces de bottes suggérant un homme de taille et de poids moyen. Ils trouvèrent des empreintes supplémentaires près de la lisière des arbres où Max avait été retrouvé, ainsi que des marques de traînées dans la terre suggérant que le chien avait été saisi et tiré dans la forêt. Les adjoints furent professionnels et minutieux, mais ils offraient peu d'espoir d'identifier l'intrus. Sans une description claire de son visage ou toute preuve physique autre que des empreintes de pas, il n'y avait pas grand-chose qu'ils puissent faire. Ils promirent des patrouilles accrues dans la région et donnèrent à Azel un numéro de dossier pour ses archives. Marcus rentra à la maison à l'aube, épuisé par le trajet, mais furieux et protecteur. Il voulait qu'Azel parte immédiatement, fasse ses bagages essentiels et reste avec sa famille en ville jusqu'à ce qu'il puisse trouver une meilleure situation de logement. Mais Azel était têtue. Elle avait construit une vie ici, une carrière ici. Elle refusait d'être chassée de chez elle par un étranger qui pourrait ne jamais revenir. Ils trouvèrent un compromis en installant des caméras de sécurité autour de la propriété, des lumières activées par le mouvement et des verrous supplémentaires sur toutes les portes. Marcus acheta également une arme à feu et s'assura qu'Azel savait l'utiliser en toute sécurité. Ces mesures les firent se sentir légèrement plus en sécurité, mais le sentiment de violation ne s'estompa jamais complètement. L'étranger ne revint pas, du moins pas de manière documentée. Mais Azel ne se sentit jamais entièrement en sécurité dans la cabane après cette nuit-là. Chaque bruit à l'extérieur faisait battre son pouls. Chaque ombre aperçue à travers une fenêtre la faisait se figer. Max devint plus agressif, aboyant après des choses qu'elle ne pouvait pas voir, refusant de sortir seule, même en plein jour. Après 6 mois de vie dans un état constant d'anxiété, Azel et Marcus prirent la difficile décision de déménager. Ils rompirent leur bail et s'installèrent dans une maison dans un quartier suburbain en périphérie d'Olympia, où les voisins étaient proches et les réverbères illuminaient l'obscurité. Azel travaille toujours comme illustratrice botanique, mais elle ne cherche plus l'isolement de la forêt. Elle travaille depuis son studio à domicile, les portes verrouillées et les rideaux tirés, et elle n'ouvre jamais la porte sans d'abord regarder par le Judas. Max est toujours avec eux, plus âgé maintenant et plus protecteur que jamais. Il l'emmène se promener dans des parcs publics pendant les heures de jour, mais jamais la nuit, et jamais dans des endroits qui semblent trop isolés ou trop vides. Azel partage son histoire avec d'autres femmes vivant seules,
les avertissant de l'importance des mesures de sécurité et de faire confiance à leurs instincts. Elle sait à quel point elle a eu de la chance cette nuit-là. Si elle avait ouvert la porte sans regarder, si l'étranger avait été plus rapide ou plus agressif, le résultat aurait pu être impensable. Les forêts de l'État de Washington sont belles et majestueuses. Mais elles offrent aussi une couverture à ceux qui chassent dans l'obscurité, et Hazel n'oubliera jamais le sourire du prédateur qui se tenait sur son porche et imitait le grattement de son chien, attendant qu'elle commette une erreur fatale.